Ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Je devais faire une première vidéo pour expliquer l'histoire de ma séquestration à l'aéroport de Tanger par 7 inconnus et transporté dans des conditions indignes de Tanger jusqu'à Casablanca, 350 km. Je devais faire cette vidéo et raconter aussi la liste très longue des accusations qui ont été portées contre moi, pas par des personnes, mais plutôt par le parquet général du Royaume du Maroc. Le parquet général du Royaume du Maroc n'a rien à foutre que de poursuivre des journalistes qui ne sont même plus au Maroc. Des journalistes qui travaillent à l'étranger. Donc le parquet général du Royaume du Maroc m'a collé, je pense, entre 20 et 30 avis de recherche et d'arrestation. Je devais expliquer ce qui s'est passé, mais j'étais empêché par un empêchement, je dirais pas légal, mais je dois réserver mes premières explications à une organisation dont je suis membre. Et comme on était au mois de juillet, la fin du mois de juillet, début du mois d'août, donc il n'y a pratiquement personne. Tout le monde est en vacances. Donc je dois m'expliquer dans quelques jours, et après je lâcherai ma vidéo. En même temps, je ne sais pas si on peut appeler ça un empêchement, des copains, des collègues, des confrères, des consoeurs m'ont appelé pour me rappeler une vérité élémentaire. Je suis de la région de Ceuta. Je suis de Tétouan. Je connais très bien cette région. Je connais très bien Ceuta et j'ai fait plusieurs reportages dans le passé quand je m'occupais un peu des sujets d'immigration sur la région, sur les migrants et sur ce que certains appellent les mafias marocaines. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé, parce que l'actualité prime, de faire une vidéo sur Ceuta, sur ce qui s'est passé à Ceuta, avant de passer à l'histoire de ma séquestration illégale, indigne, par l'État marocain qui est le chouchou de l'Occident. Le chouchou, hein, et qui pratique la répression transnationale comme d'autres pays que l'Occident traite de dictature. Donc, aujourd'hui, on va parler de Ceuta. Ce qui s'est passé à Ceuta. D'autant plus que deux personnages qui sont à l'origine de ma séquestration à l'aéroport de Tanger apparaissent dans cette affaire de Ceuta. Voilà ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Donc, qui a provoqué la grande ruée meurtrière vers Ceuta le 30 juillet? Une ruée, rappelons-le, qui a causé la mort de plus de 150 personnes. La plupart étaient des jeunes et surtout des mineurs marocains. Qui est derrière cette ruée? Un mouvement spontané, conséquence de la régularisation récente, exceptionnelle et massive de plus d'1 million de migrants en Espagne. Une régularisation décidée par le gouvernement de Pedro Sánchez pour satisfaire une vieille revendication de Podemos, le parti de gauche situé à la gauche du PSOE. Podemos qui soutient le gouvernement sans en faire partie. Bis repetita, qui a provoqué cette ruée meurtrière. Les mafias, un terme que je mets toujours entre guillemets, comme l'affirme le président du gouvernement, Pedro Sánchez, ou bien avons-nous affaire aux inénarrables et très actifs services secrets marocains? Enfin, est-ce que le Mossad a quelque chose à voir avec ce massacre de Marocains qui a plus ébranlé l'Espagne et le monde que les autorités du Maroc, dont sont pourtant originaires les victimes? Première précision, alors que généralement je fais mes vidéos en darija, notre langue vernaculaire, comprise dans tout le Maghreb, je fais celle-ci en français pour que YouTube puisse la doubler automatiquement dans les langues intéressées. L'arabe littéral, l'espagnol, l'anglais, etc., etc.
Deuxième précision, comme je l'ai dit avant, moi, je suis tétouan. Je connais cette région comme la paume de ma main pour l'avoir sillonnée de long en large pendant des années. En autocar, en taxi collectif, en voiture et même à pied. Je connais les sentiments et les envies d'évasion des habitants de la région. Et même, dirais-je, de la population marocaine dans son ensemble. Je connais aussi très bien Ceuta. Pour m'être rendu, Ceuta qui est à Port-Franc. Pour m'être rendu, seul ou en famille, quand j'étais enfant, adolescent et adulte, afin d'y effectuer des achats de produits qu'on ne pouvait pas trouver au Maroc. J'y allais aussi pour la foire d'été. La foire d'été qui est très importante à Ceuta. Pour l'enfant que j'étais, puis l'adolescent, la foire estivale annuelle de Ceuta était un événement majeur qui nous permettait d'accéder à des divertissements inaccessibles au Maroc. Et puis enfin, se déplacer à Ceuta était pour nous, à Tétouan, comme dans le reste du pays, une façon de nous échapper du climat oppressant du régime de Hassan II et de respirer un air de liberté qu'on n'avait pas et qu'on n'a toujours pas au Maroc. Vous savez, entre Tétouan et Ceuta, la distance se mesure en kilomètres, quelques kilomètres, des dizaines de kilomètres. Mais le fossé sociétal, économique, politique et institutionnel se mesure en siècles. À la frontière, les différences entre le Maroc et l'Espagne sont astronomiques, dans pratiquement tous les domaines. Troisième précision importante, durant l'été 2000, j'ai traversé clandestinement le détroit de Gibraltar pour le compte du quotidien espagnol El País. J'ai effectué ce voyage à bord de ce qu'on appelait alors une patera, une barcasse en bois. En fait, je l'ai fait dans un Zodiac, flambant neuf, si mes souvenirs sont bons. Je suis parti de nuit d'une plage proche de ce qui est aujourd'hui le grand port de Tangemet, qui n'existait pas encore à l'époque, vers une plage située quelque part du côté de Tarifa, dans le sud de l'Andalousie. J'ai connu in situ le désespoir des migrants marocains et étrangers, surtout subsahariens, qui voulaient à tout prix passer de l'autre côté pour s'assurer une vie meilleure. Au risque, comme ça s'est passé en juillet, de mourir noyés. La plupart des gens que j'avais connus à l'époque ne savaient pas nager. Je vais donc essayer d'apporter quelques éléments de réponse tout en précisant que pour le moment, aujourd'hui, nous autres journalistes et observateurs ne sommes pas encore les dépositaires de la vérité complète. Mais cette vérité viendra. Et plus tôt que prévu, croyez-moi. Donc, que s'est-il passé exactement le 30 juillet ? La date précise du 30 juillet est importante dans mon argumentaire. C'est une date qui me trouble, moi, personnellement, profondément. Et quelquefois, cette date fait dérailler mon raisonnement. Vous allez comprendre pourquoi. Ce jour-là, donc le 30 juillet, une masse humaine impressionnante, composée d'une immense majorité de Marocains et d'une petite minorité de subsahariens et de personnes d'autres nationalités. On parle aujourd'hui d'un total de 90 000 personnes. Donc cette masse s'est mise en marche vers Ceuta. Et en quelques heures, une ville européenne de 80 000 habitants fut littéralement envahie, prise par cette marée humaine. Cette marée humaine, composée d'adultes des deux sexes, d'adolescents et d'adolescentes, et dans certains cas, d'enfants en bas âge. On a même vu des bébés dans les bras de leur mère. Encore une fois, ce mouvement de masse était-il spontané ? La réponse est non,
car des publications sur Facebook et d'autres réseaux sociaux ont explicitement appelé les Marocains à se rendre à Ceuta en assurant que la frontière était ouverte. Je précise que ces publications, dont on ne connaît pas encore les auteurs, s'adressaient particulièrement aux Marocains, pas aux subsahariens. À mon humble avis, cette ruée meurtrière n'est pas la conséquence d'une seule cause. C'est plutôt, disons, qu'elle résulte plutôt d'un ensemble de faits et de circonstances qui se sont combinés et ont conduit à cette catastrophe. 150 morts. Sans rentrer dans les considérations humanitaires ou politiques espagnoles, il faut reconnaître que la régularisation massive cette année de plus d'1 million de migrants par le gouvernement de Pedro Sánchez a évidemment joué un rôle non négligeable, mais pas décisif, dans ce drame. Quand un pays, l'Espagne, régularise plus d'1 million de migrants sans papier, à côté d'un pays appelé le Maroc, dont une grande majorité d'habitants veut partir, selon des sondages récurrents, il ne faut pas s'étonner qu'à la moindre occasion, provoquée ou non, on se retrouve avec des situations comme celle du 30 juillet. Au Maroc, tout le monde veut quitter la démocratie marocaine, entre guillemets, chantée par Sidi Moulay, Jean-Luc Mélenchon, lors de son voyage au Maroc. Mais cette fois-ci, j'ai été étonné de constater pour la première fois que le profil des migrants n'était pas celui que l'on voit tous les jours. J'ai vu à la télévision espagnole des migrantes et des migrants qui parlaient un anglais fluide. D'autres se déclaraient diplômés, artisans, et quelques-uns se sont présentés comme étant des musiciens traditionnels. Maintenant, parlons des mafias. Je sais pour l'avoir constaté moi-même sur le terrain que les fameuses mafias évoquées par Pedro Sánchez pour expliquer le déferlement humain du 30 juillet n'existent pas. Je sais que les spécialistes des questions migratoires ou les anthropologues vont sursauter. Mais dans ma région natale, pour d'entrer en Europe, je n'ai jamais entendu ce terme. Et il n'a toujours pas été importé chez nous. Il n'existe pas dans notre vocabulaire local le terme de mafia. Les mafias ne manipulent pas les réseaux sociaux, comme cela a été le cas le 30 juillet. Les mafias ne sont pas des institutions philanthropiques montant une opération de cette envergure sans toucher un seul sou. Allez-y, allez-y, la frontière est ouverte, c'est gratuit. Cela ne marche pas comme ça. La mafia se fait payer, toujours, d'une façon ou d'une autre. Les mafias, telles que je les connais, je mets toujours mafia entre guillemets, sont en réalité de petits réseaux de rabatteurs ou d'intermédiaires entre les candidats à l'immigration et des raïs. Les raïs, c'est les patrons d'embarcation. C'était le cas dans le passé. Aujourd'hui, ces intermédiaires mettent ces mêmes candidats en relation avec des propriétaires ou des locataires de motos aquatiques. Quand ils ne sont pas des mouchards des forces de l'ordre, le maître mot de ces profiteurs, ce sont des profiteurs des malheurs d'autrui et la discrétion. Ils vous emmènent près des côtes andalouses, montez sur une moto aquatique, ils vous jettent à l'eau et débrouillez-vous les gars. Donc, quand il m'arrivait de travailler sur place, je les croisais. Les mafias, c'était quoi? Les mafias toujours entre guillemets, des gardiens de voiture, des garçons de café, des petits employés, des pêcheurs, etc., etc. Et surtout, les mafias n'ont pas le pouvoir, comme ce fut le cas le 30 juillet, d'ordonner à l'ensemble des forces de l'ordre marocaines qui surveillent la frontière avec Ceuta de lever le pied, de regarder ailleurs, alors que 90 000 personnes traversaient la frontière. Mais alors, si ce ne sont pas les mafias, qui est à l'origine de ce drame? Contrairement à Pedro Sánchez, toute la société espagnole, la presse, suivie par toutes les tendances idéologiques confondues, de l'extrême droite à l'extrême gauche,
de la société espagnole, y voit la main des services secrets marocains. Mais que veut dire service secret marocain? Parce que c'est un terme vague. Et surtout, il y a plusieurs services secrets au Maroc. Mais dans ce cas précis, on parle plutôt de la fameuse DST, ou plutôt de la DGST, qui est la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, un organisme, une véritable police politique, qui ajoutait le G de général à son acronyme pour tenter de faire oublier le terme de sinistre mémoire de DST. Mais dans le subconscient marocain, la DGST reste la DST. Donc, est-il vrai que ce sont les services secrets marocains qui sont derrière cet assaut? Oui ou non? Selon les premières informations en provenance probablement du CNI, le CNI c'est le Centre national de renseignement, ce sont les services secrets espagnols unifiés, le mouvement de masse, cette invasion humaine, oui parce que c'est une véritable invasion humaine, a été provoqué par des publications mensongères parues sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Et les services secrets marocains, toujours selon cette première version espagnole, en auraient profité pour punir l'Espagne. Mais pourquoi punir l'Espagne? Bon, pour diverses raisons que je vais essayer de vous expliquer. Alors, quelles raisons? Une première raison, certains disent que c'est en raison du récent voyage de Pedro Sánchez en Algérie. Un voyage qui a servi à réconcilier les deux pays après des années de brouille, consécutives au brutal virage de Sánchez sur le conflit du Sahara occidental. Rappelons qu'en 2023, après un précédent assaut humain à Ceuta, qui s'était soldé à l'époque par quelques morts, je pense même pas une dizaine, Madrid avait décidé de s'attirer les bonnes grâces de Rabat en cessant, grosso modo, de plaider pour la tenue d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Madrid s'est alors clairement aligné sur les positions marocaines en soutenant le projet d'autonomie marocain. En 2023, après la crise de mai 2023. Sauf qu'il y a un mais dans cet argumentaire. Pedro Sánchez n'aurait jamais osé se rendre en Algérie sans en avoir préalablement averti le Maroc. Absolument. La preuve, aujourd'hui, Pedro Sánchez met des bâtons dans les roues au roi Philippe VI d'Espagne pour l'empêcher de se rendre à Ceuta. Comme le roi l'a promis au maire président de cette ville, le gouvernement espagnol ne veut surtout pas fâcher le régime marocain. N'oublions pas qu'après la précédente crise, dont je viens de parler, de mai 2023, Sánchez a renvoyé sa ministre des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, pour amadouer le Maroc. Oui, le régime marocain provoque un mouvement de foule revendiqué en 2023 dans la presse espagnole par son ambassadrice à Madrid, Karima Bniich. Et que fait le gouvernement espagnol? Que fait le gouvernement espagnol? Il répond en renvoyant un ministre espagnol. Et quel ministre? Celui des Affaires étrangères. C'est évidemment, reconnaissons-le, un succès diplomatique pour le Maroc qui fait et défait des ministres étrangers. Je n'exagère rien. Une deuxième raison, à laquelle j'adhère en partie, voudrait que par cette marée humaine, le Maroc ait voulu punir l'Espagne après l'adoption d'un projet de loi visant à octroyer d'office la nationalité espagnole à tous les Sahraouis. Ce projet est une proposition de loi visant à octroyer la nationalité par lettre de naturalisation, Carta de Naturaleza, aux Sahraouis nés sous l'administration espagnole. Oui. Carta de Naturaleza, ça veut dire une naturalisation automatique. Donc ce projet a franchi l'étape de la commission de la justice au Congrès des députés espagnols.
Et la loi sera probablement votée avant la fin de l'année. On estime le nombre de bénéficiaires de cette naturalisation entre 80 000 et 200 000 personnes. Et moi, je crois qu'il y en aura beaucoup plus. Cela signifie que bientôt, en Espagne, il y aura une très importante masse électorale de Sahraouis, majoritairement pro-Polisario, indépendantistes et motivés politiquement, qui feront pression sur leurs élus pour faire voter des lois conformes à leurs intérêts. Des intérêts, évidemment, qui ne sont pas ceux du Maroc. Il y a une troisième raison, ou une troisième hypothèse. Une troisième hypothèse qui pourrait expliquer pourquoi le régime marocain aurait voulu punir l'Espagne. L'affaire Pegasus, du nom de ce logiciel espion israélien, utilisé jusqu'à la satiété, comme on vient de le découvrir dans des reportages récents, par la DST, notre chère et très collante police politique. Un logiciel espion qui sert pour espionner des milliers de personnes, moi-même compris. Je sais, de source sûre, que la personne à l'origine de ces révélations fracassantes publiées dans différents médias européens est un ancien cadre de la DST, spécialisé dans le piratage informatique. Un cadre, un responsable, pas un kidam. Récemment, un article paru sur le site marocain Chouf TV, qui est une sorte de porte-parole de certains services secrets marocains, a reconnu la défection d'un fonctionnaire de la DST, mais sans préciser que ce fonctionnaire est un cadre et qu'il a quitté le Maroc en emportant des tonnes de documentation de la DST. Mais, me direz-vous, qu'est-ce que cela a à voir avec l'Espagne ? Plusieurs médias européens ont également révélé ces informations sur l'espionnage pratiqué par le Maroc à l'aide de Pegasus. Pourquoi punir l'Espagne et pas les autres pays ? Oui, bien sûr. Mais voilà. Il paraît que c'est le CNI espagnol qui aurait aidé cet agent à trouver refuge en Europe en l'exfiltrant d'un pays maghrébin. Ce serait donc, le 30 juillet, une vengeance de la DST marocaine contre le CNI espagnol. Ces trois hypothèses, je ne parle pas de certitude, il est trop tôt, se tiennent plus ou moins. Tout est possible dans le monde interlope et opaque du renseignement et des coups tordus. Mais quelle qu'en soit la raison exacte, est-ce que ce mouvement de foule a été organisé par les services secrets marocains ? C'est la grande question. Moi, j'aurais répondu sans hésiter oui, si l'opération ne s'était pas déroulée le 30 juillet. Pourquoi ? Le 30 juillet est un jour férié au Maroc. Ce n'est pas un jour férié quelconque. C'est la fête du trône, qui commémore chaque année l'intronisation du roi Mohammed VI. C'est l'une des fêtes les plus importantes, sinon la plus importante, du calendrier marocain. Les responsables des services secrets marocains ne sont pas seulement des sujets du roi. Les services secrets marocains dépendent directement du roi. Même si la DGST, ou la DST, comme on continue de l'appeler au Maroc, dépend organiquement du ministre de l'Intérieur, dans les faits, il est aux ordres directs, exclusifs, du Palais Royal. Et en particulier d'un personnage bien précis, qui est le conseiller royal Fouad Ali El-Himma, alias le vice-roi. Jusqu'à la preuve du contraire, je vois mal les services secrets marocains organiser un assaut de cette ampleur le 30 juillet en pleine fête du trône. Ce serait un véritable affront à leur grand patron, le roi, leur dieu sur terre. Car franchement, qu'est-ce qui empêchait les services de renseignement marocains d'éviter ce jour, le 30 juillet, et de déclencher cette opération le 27, le 28 ou le 29 juillet, et pourquoi pas le 31 juillet, un jour après la fête du trône, ou le 1er août, ou même le 2 août, etc., etc.
Pourquoi la DST aurait-elle déclenché cette opération le 30 juillet en sachant pertinemment que cela allait irrémédiablement gâcher la fête du trône des rois? Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors que le palais royal festoyait la 28e année de règne de Mohammed VI, toute la planète avait les yeux rivés sur Ceuta. Un confrère espagnol, qui connaît très bien le Maroc, a publié sur le site El Confidencial que ce sont bien les services secrets marocains qui sont à l'origine de cet assaut, et que le roi, fâché, les aurait sévèrement réprimandés. Le roi aurait réprimandé ses services secrets. Pourquoi m'avez-vous gâché la fête? Aurait-il lancé. Je rapporte cette version, qui est la thèse d'un confrère. Mais si cette thèse est vraie, elle ne signifie rien de moins que la faillite totale de l'État marocain. Des services secrets, la DST, pour ne pas la citer, qui prennent l'initiative d'une opération de cette ampleur sans en aviser le palais, en ce jour précis, le 30 juillet, jour de la fête du trône. Cela voudrait dire qu'il n'y a plus d'État au Maroc. Si c'est vrai, mais seulement si c'est vrai, si les services secrets marocains ont déclenché cette opération le 30 juillet, jour de la fête du trône, je le répète, cela signifie que deux sombres personnages, le directeur général de la DST, Abdellatif Hamouchi, et son véritable patron, le conseiller royal Fouad El Ilima, n'en font qu'à leur tête. C'est possible, mais c'est difficile à vérifier. Mais alors, me direz-vous, si ce ne sont pas les services secrets marocains qui ont organisé cette avalanche, qui a ordonné à la police des frontières, à la gendarmerie royale et aux forces auxiliaires de laisser passer cette masse humaine le 30 juillet? C'est justement là que devient intéressante l'idée selon laquelle, si les services secrets marocains n'ont pas organisé cette invasion, je le répète, le 30 juillet, ils en ont profité et abusé pour punir l'Espagne pour l'une des raisons que j'ai évoquées précédemment. Ces services secrets croyaient probablement que le scénario de mai 2023 allait se reproduire, c'est-à-dire une dizaine de milliers de migrants qui traversent la frontière, quelques morts, une petite frayeur pour Ceuta et un gouvernement espagnol à qui on pourrait exiger une énième concession. Et c'est tout. Mais contrairement à mai 2023, tout est parti en vrille, avec comme résultat 90 000 personnes traversant la frontière et 150 morts. 150 morts. Alors, où est la vérité? Où est la vérité? Moi, j'ai l'intime conviction qu'elle se trouve chez les Espagnols, au siège du CNI espagnol. Dans le passé, ce sont des agents du CNI qui, après le premier assaut de Ceuta, en mai 2023, et devant le silence pesant d'un gouvernement espagnol réticent à accuser le Maroc, ont révélé, documents à l'appui, à des journalistes espagnols travaillant pour le quotidien El País, que ce sont Fouad El Ilima, le conseiller royal, et son homme de main, Abdellatif Hamouchi, l'éternel patron de la DST, qui serait derrière cet assaut. C'est écrit noir sur blanc dans le journal El País. Et je n'ai lu aucun démenti des autorités marocaines. Aucun. Rien. Maintenant, il y a peut-être une dernière explication, qui n'est pas complotiste. C'est une explication tout à fait valable sur ce qui s'est passé le 30 juillet. Le Mossad israélien. Nous connaissons les relations exécrables entretenues entre l'Espagne de Pedro Sánchez et Israël. Et je me souviens récemment que des diplomates israéliens ont menacé publiquement Pedro Sánchez à Madrid même, dans la capitale espagnole, de révéler des informations embarrassantes sur lui, et en faisant explicitement référence au programme espion israélien Pegasus. Ces diplomates israéliens, depuis Madrid, ne voulaient pas dire qu'Israël avait espionné Pedro Sánchez. Non, ils voulaient dire qu'il y avait peut-être quelque chose
de patrie catholique concernant Sanchez sur la base de données de Pegasus. Ben oui, toutes les informations récoltées par les États acheteurs ou utilisateurs du logiciel Pegasus étaient automatiquement stockées en Israël, au siège de la société EDCO, qui est la propriétaire de Pegasus. Et donc, si ces informations sont stockées en Israël, le Mossad en a l'accès plein. Et les Israéliens, contrairement aux hypothétiques réticences des services secrets marocains d'organiser une opération de cette envergure un 30 juillet, s'en foutent comme d'une guine de notre fête du trône. Israël a les moyens et l'expertise pour manipuler les réseaux sociaux marocains, sans en aviser ses alliés marocains. Et puis, pour Israël, que valent 150 morts pour un pays, pour un État qui a assassiné, sans broncher, 150 000 personnes à Gaza. Israël ne respecte que ses propres intérêts, pas ceux des autres, même ceux de ses alliés, comme par exemple le Maroc. D'ailleurs, une intelligence artificielle chinoise affirme et réaffirme que c'est le Mossad qui est à l'origine de ce massacre du 30 juillet. Pour terminer, je voudrais signaler 2 faits importants qui mettent un peu plus de piquant dans cette affaire. Premièrement, l'ancien chef du gouvernement marocain et chef du parti de la justice et du développement, le PJD, Abd el Abdelkiran, a déclaré publiquement, et à 2 reprises, avoir demandé des explications au roi sur ce qui s'est passé le 30 juillet. Abdelkiran veut savoir qui est derrière le massacre de Ceuta. Certains arabes susurrent que si Ibn Kiran est sorti de son silence, c'est parce que quelqu'un l'y a encouragé. Quelqu'un de l'intérieur du système. Pourquoi je dis ça? Au Maroc, où la classe politique a été totalement domestiquée par le Marzen, notre État profond, la structure occulte, il n'est pas courant de voir des politiciens demander des comptes au Palais Royal. C'est inimaginable. Mais voilà, certains proches de Ben Kiran distillent, en aparté bien entendu, le nom de l'organisateur présumé de ce qui s'est passé le 30 juillet. Et ils sont catégoriques. Ils sont catégoriques. C'est lui. Qui? Devinez. Deuxièmement, un mystérieux hacker du nom de Jabaout vient de menacer la DST et son patron, Abdellatif Hammouchi, de publier l'identité de l'ensemble des agents de cette police politique. Et surtout de révéler ceux qui se seraient mêlés à la foule le 30 juillet pour s'infiltrer à Ceuta. Si Jabaout, ce hacker, dont les informations publiées sur Telegram se sont révélées authentiques dans le passé, mais à exécution sa menace, et révèle les noms des agents de la DST infiltrés à Ceuta, cela voudra dire que le renseignement marocain y est impliqué d'une façon ou d'une autre. Je répète, d'une façon ou d'une autre. La nuance a son importance. Alors patience, la vérité va sortir tôt ou tard. 150 morts, ce n'est pas une bagatelle. Les familles des victimes de cette immense et meurtrière tricherie, de ce gâchis, ont le droit de savoir. Wawada, ila liqa, ma'a salama. Prochainement, je ferai cette vidéo en français et en arabe sur ce qui s'est passé au mois de juillet à l'aéroport de Tanger quand j'ai été séquestré par cette personne, cet inconnu, qui m'a molesté physiquement entre Tanger et Casablanca. Ma'a salama.